Bienvenue ici en Charente-Maritime, précisément à Lagor, dans les bâtiments magnifiques du Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres. Un endroit idéal pour parler de l'immobilier. L'immobilier en Charente-Maritime ne connaît pas la crise, il ne connaît encore moins la crise que la crise du Covid. La crise sanitaire est en train de faire changer les mentalités et fait changer aussi les acheteurs potentiels de biens ici. On va le vérifier tout au long de cette rencontre. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cette rencontre de l'immobilier. Je vais vous présenter nos invités. Ophélie Héléro, bonjour, vous êtes la directrice de Maison Prime Access sur des produits très particuliers dont on va pouvoir parler rapidement. Thierry Liard, vous jouez à domicile, vous nous accueillez, merci encore. Vous êtes le directeur développement des crédits et entreprises au Crédit Agricole, ici sur ces deux départements, Charente-Maritime et de Sèvres. Et on sait combien est important aujourd'hui le poids du crédit ou alors le poids léger du crédit pour que l'immobilier se porte bien. On va revenir aussi sur ce sujet important. Thibault Laboureras, bonjour. Vous êtes aussi un peu chez vous ici, directeur pour ces deux départements des agences Square Habitat. Square Habitat, c'est une quinzaine d'agences, donc un vrai regard sur ce marché immobilier de la Charente-Maritime. Et on va le voir avec vous, il est en train d'évoluer. Et peut-être plus surprenant avec vous, Michael Jungers, vous êtes directeur d'Habitat 17, du logement social. Ça pourrait surprendre et on va s'expliquer sur cette présence. Vous allez nous expliquer ça aussi, un impact, cette crise du Covid, sur les choix de vos locataires. On n'est pas tout seul ici sur ce plateau, c'est aussi ça, la crise Covid et la numérisation. On va retrouver Christophe Cabri, qui est le maire de Jonzac, dans le sud du département de la Charente-Maritime. Bonjour, monsieur le maire. Vous êtes aussi avec ici votre casquette de vice-président de la Haute-Saintonge, communauté de communes ô combien importante, puisque je le rappelle, c'est une des plus importantes en nombre de communes de toute la France. Et puis on va le voir effectivement, que jusqu'en Haute-Saintonge, qui est le lien, on le sait, entre la Charente-Maritime et la Gironde, les gens bougent eux aussi pour vivre autrement. Et on va d'ailleurs faire témoigner quelqu'un, une vraie personne, j'ai envie de dire, qui a fait le choix avec son épouse, avec Gaëlle Abad. Vous êtes là, Damien Abad? Oui, je suis là. Bonjour, monsieur Abad. Merci de nous recevoir chez vous, puisque vous êtes chez nous. On a d'ailleurs une vue sur votre chat, donc on est vraiment en famille. Ça va avec. On est ravis de vous faire participer à cette émission, parce que votre expérience, vous allez le voir, est représentative d'une évolution assez forte de cette crise du Covid. Vous avez décidé, alors vous étiez en train de vendre votre appartement à La Rochelle pour acheter à La Rochelle, de quitter La Rochelle. Expliquez-nous pourquoi. C'est ça, on avait décidé de partir parce qu'on avait un petit appartement de 50 mètres carrés dans le quartier de Tadon à La Rochelle, avec deux petites filles en bas âge, donc il y avait 2 ans à l'époque et puis 6 mois, la petite. Et donc on a mis notre appartement en vente et puis on a eu une offre juste avant le premier confinement. Donc on ne souhaitait pas trop partir idéalement, on aurait aimé rester dans le même quartier. Tadon, ça nous convenait très bien. C'est un quartier très sympathique, on ne va pas dire du mal de La Rochelle. Hein, mais... Ah non, on n'est pas là pour ça. et donc, vous aviez fait ce choix et vous avez fait un autre choix. J'aimerais bien que vous nous disiez ce qui vous a fait changer d'avis. Voilà, et en fait, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec la crise du Covid confiné à avoir trouvé un acheteur pour notre logement et ne pas savoir où on allait aller. On ne pouvait plus visiter, donc on a eu cette opportunité de voir cette offre sur Salles-sur-Mer. Et puis surtout, le fait d'avoir justement, ça nous a fait changer d'avis dans le sens où on était prêt à s'éloigner un peu et avoir un peu plus d'espace parce que ça nous a cruellement manqué pendant la crise du Covid, quoi. Concrètement, cette envie de jardin, elle est née de cette crise sanitaire et du confinement avec vos enfants. On est d'accord, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les enfants avaient vraiment besoin de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, même si malheureusement on n'est pas sorti de la crise, vous regrettez ce choix pour des raisons de déplacement, de contraintes automobiles ou d'usages divers et variés? Vraiment pas, parce que on a la chance, en plus, on a la chance d'être à Salles-sur-Mer où c'est quand même un bon compromis. On reste quand même pas très loin de La Rochelle. On est à 15-20 minutes en voiture du travail. On a Châtillon, la plage qui est pas loin, et on est entouré d'espace. Les enfants, on se faisait encore la réflexion hier de pouvoir manger dehors, de pouvoir les laisser gambader tranquillement
Franchement, non, on regrette pas ce choix et on pense tous les jours, on se dit qu'on a bien fait. Très bien, je pense que ça va faire des émules, parce qu'il y a déjà beaucoup qui y pensent. Thibault Laboureras, justement, est-ce que le couple Abad est représentatif de ses clients qui viennent pousser la quinzaine de portes des agences de votre entreprise? Et est-ce qu'on a vraiment quelque chose de révélateur? Alors tout à fait, on est sur un marché changeant sur l'ensemble du territoire. On peut parler de tension du marché sur l'ensemble des départements Charente-Maritime de Sèvres, sur un territoire qui est très attractif, un flux migratoire important et une nouvelle population d'acquéreurs qui fuient, on va dire, les appartements ou les biens sans extérieur pour du coup trouver des espaces, comme l'a dit Monsieur Abad, des extérieurs, des terrasses, des jardins, et donc on est confronté à ça. Alors là, ils ont fait un choix qui, effectivement, on parlait tout à l'heure, on n'est pas totalement parti à la campagne et qu'on est à Salles, même si c'est agréable, on reste quand même sur quasiment cette frange littorale. Est-ce que ça profite quand même à des endroits qui étaient, on va dire, plutôt détendus en matière du marché? Je pense à des endroits comme Saint-Jean-d'Angély, sur Gers, où on en parlera avec le maire de Jonzac. Est-ce que vous voyez les gens aller encore plus loin et c'est bien prendre plus facilement preneur? Alors, le fait de s'excentrer d'une grande ville pour trouver des extérieurs, on a des cas tous les jours de gens qui se séparent de leur appartement pour avoir une maison, jardin en extérieur. Je pense qu'il y a une limite. Ils vont s'excentrer à 15, 20, 25 minutes si ils ont une attache professionnelle sur la commune en question. Après, le vrai changement, c'est le flux migratoire qu'on a pu rencontrer sur un territoire attractif, comme je l'ai dit, avec une nouvelle population d'acquéreurs qui arrive pour le coup de l'extérieur. Mais encore lié au Covid? Bien sûr, encore lié au Covid, c'est-à-dire des gens qui, par le télétravail, on parle de Surgères avec la gare TGV, Paris qui est pas très loin en TGV, et des gens qui achètent une résidence secondaire pour venir télétravailler ou se confiner, comme on a pu le voir sur les gros déplacements de ces derniers week-ends. Qui quelquefois même se font taguer, je pense au Pays Basque, et c'est pas le seul endroit, je sais qu'aussi sur le bassin d'Arcachon, de temps en temps, on reproche aux étrangers d'arriver pour le confinement. Christophe Cabri, j'imagine que vous ne les mettez pas dehors, ces gens qui arrivent, et comment vous le mesurez, cette arrivée sur le secteur de Jonzac et de la Haute-Saintonge? Stéphane, sur la Haute-Saintonge, on voit une population qui croît d'année en année. Et alors après, avec une spécificité liée à ce territoire, c'est qu'on est à proximité de la métropole bordelaise et qu'aujourd'hui, on sait les difficultés qu'il peut y avoir pour trouver un logement à un prix correct sur Bordeaux et son secteur. Donc, on est, nous, en troisième couronne avec le sud du département. Et on s'aperçoit que ça devient de plus en plus compliqué de trouver des logements également dans le sud du département parce que ça devient de plus en plus prisé. On est à entre 20 et 30 minutes du pont d'Aquitaine et donc de l'agglomération bordelaise. Donc on a cette population qui croît. J'étais hier en conseil communautaire avec le maire de Montguillon qui me disait que depuis le confinement de mars l'année dernière, il a eu une dizaine de nouvelles familles qui sont arrivées sur son secteur et qu'en gros, il y avait 70% de population qui arrivait de Bordeaux, 10% qui arrivait de Paris. Ça, c'est complètement lié au Covid et 20%, on va dire, reste de la France. Et c'est des chiffres qu'on retrouve également chez nous à Jonzac, où on a pas mal de nouveaux habitants qui arrivent et c'est souvent lié à ce qu'on peut leur proposer en termes de fibres, puisqu'on en parlera tout à l'heure peut-être au niveau du conseil départemental. On a des néo-ruraux, par contre, qui veulent la qualité des infrastructures qu'il peut y avoir à la campagne, sans avoir les inconvénients en fait, de la ville. Justement, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai dans l'offre quand je suis collectivité pour séduire ou en tout cas faire venir ces nouveaux habitants. On a une émission que je vous inviterai à regarder, les téléspectateurs qui nous suivent aussi, je les invite, on a une émission spécifique sur le marché de La Rochelle et de l'agglomération que vous allez retrouver en ligne. Dans cette rencontre, nous avons vu que le marché était très très tendu et qu'il n'y avait plus assez d'offres pour répondre à l'attente de tout le monde. Qu'est-ce qu'il en est sur votre secteur, Christophe Cabri? Est-ce que du coup, vous êtes en train de voir des communes ouvrir de nouveaux lotissements ou de diversifier une offre de logements vacants? Alors, c'est un peu, on est plutôt sur la deuxième position. On sait qu'avec le schéma de cohérence territoriale que nous avons voté au niveau de la communauté de communes et qui va être le cas dans beaucoup de régions de localités, ce qui a été construit en fait depuis 10 ans en termes de terrain sera divisé par 2 dans les 10 ans qui viennent. Donc ça veut dire que on a des logements vacants dans certaines communes qui peut aller jusqu'à 15%. Donc en fait, l'idée, c'est de rénover ces bâtiments de façon à trouver
des acquéreurs potentiels, de façon à trouver des gens qui loueront ces bâtiments. Et du coup, au niveau de la communauté de communes, on va lancer donc sur les 129 communes une opération programmée d'amélioration de l'habitat qui va nous permettre de répondre à cette demande. L'idée, c'est plutôt de redensifier les cœurs de ville plutôt que de se dire qu'on va construire des lotissements en périphérie urbaine. Très bien. Merci Christophe Cabri. J'espère qu'on va pouvoir rétablir la communication pour parler tout à l'heure du plan départemental, puisque vous êtes élu aussi au département. On avait un petit souci technique sur la fin. Thierry Liard, nous, on n'a pas de souci technique. On est voisins et on va très bien s'entendre. C'est intéressant comme cette évolution, en plus, qui est très rapide. Comment vous l'observez, justement, en tant que directeur des crédits? Est-ce que cette période du Covid a connu une pause ou une accélération, justement, de cette demande, qui est aussi un sacré révélateur du marché de l'immobilier? Alors absolument. Mais en fait, au moment du premier confinement, on s'est quand même posé beaucoup de questions. D'abord, l'ensemble des agences, on a à peu près 120 agences de proximité réparties sur l'ensemble des 2 départements. On a senti effectivement qu'il y avait toujours ce besoin de la part de nos clients de rester en fait proche de leur projet, de leur territoire. Et c'est vrai que l'appartement, acheter sa maison, acheter, voire une résidence secondaire, c'est un projet de vie. Et donc, on est resté ouvert pendant cette crise et c'était très important pour nous. On n'a pas senti du tout de diminution en fait de la demande. On a fait comme en 2019, on a même battu nos records de crédit par rapport à 2019. Donc c'était totalement inattendu en début d'année. C'est une information très importante, parce qu'on aurait pu tous attendre le contraire, quoi. Et oui, tout à fait. Et donc voilà, donc la demande est là. On a, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, des nouveaux arrivants sur le territoire, mais on a aussi des gens qui veulent changer. Et on a cet intervenant tout à l'heure qui en parlait. Donc on a des gens qui ont changé de vie, qui ont éventuellement réfléchi à augmenter la surface qu'ils avaient. Le télétravail est un élément en fait assez structurant parce que télétravailler, on ne peut pas télétravailler facilement de sa cuisine. Donc ceux qui n'avaient pas de bureau, ont effectivement réfléchi à augmenter la surface qu'ils avaient jusqu'à présent. Et ça, donc, c'est un élément assez fort. On est 1700 salariés dans la caisse régionale sur les 2 départements. L'ensemble des salariés ont aussi senti effectivement qu'il y avait cette nouvelle demande, qu'il y avait ce besoin de répondre présent. Donc on est répondu présent. On a des offres effectivement qu'on a fluidifiées, mais dans un environnement un peu différent. C'est-à-dire que le Covid empêchait aussi certaines visites. On a vu que pendant un moment, les visites étaient interdites. Donc on a mis en place avec nos amis de Square Habitat des visites à distance. Ouais. Et puis nous, on a aussi beaucoup travaillé à accélérer en fait la digitalisation. Et ça, c'est un élément, on va dire, un effet de levier très fort sur le fait qu'on n'avait plus besoin effectivement de se voir systématiquement à plusieurs reprises. On faisait beaucoup de choses et aujourd'hui, il faut savoir que 9 dossiers sur 10 habitats sont totalement dématérialisés. Vous n'avez plus besoin de signer et de remplir et de photocopier des feuilles. Tout est fait de manière totalement électronique. Alors, et ça, c'est fort, avec les notaires aussi. Alors, je sais que les notaires aussi ont fait un gros effort. L'autre levier, peut-être encore plus important que cette numérisation, c'est le taux. Forcément, le client, il vient voir le taux du crédit. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on est vraiment sur ce sujet de l'immobilier, est-ce que justement on n'a pas en plus une embellie parce que les taux sont bas? Et est-ce que vous nous garantissez que ça va encore durer quelques temps ou est-ce que vous dites aux gens que ça va peut-être changer? Alors, les taux sont bas, je vous le confirme. Vous garantir qu'ils vont rester bas, ça va être compliqué. Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. Vous savez que les taux dépendent aussi de la courbe des taux d'intérêt et donc c'est mondial. Ce n'est pas nous qui faisons les taux. Néanmoins, c'est vrai qu'ils sont très bas. Donc c'est là aussi un effet de levier. Ils sont restés bas. Ces taux étaient relativement bas en fin 2019 et durant l'année 2020, les taux ne sont pas remontés ou très peu. Et donc, effectivement, c'est un élément qui est très important, qui a permis à certains primo-accédants notamment de compenser la légère remontée des prix, voire forte hausse des prix dans les centres-villes. Et ça, c'est un élément important pour nous. On sait que le début d'année ici, en janvier et en février, on est encore en record par rapport à l'an dernier à la même période. Donc voilà, il y a toujours un attrait très très fort. Et une dernière chose, les taux d'intérêt bas, pour ceux qui ont un peu d'argent à placer, qui ont un patrimoine, cette réflexion immobilière est très importante. Ça permet aussi de faire un lien entre ma rémunération sur mon livret A, sur mon assurance vie. Je la compare aussi avec peut-être que c'est le moment effectivement de placer de l'argent dans l'immobilier, dans du concret. Et ça, c'est un élément important. Le fameux Pierre Refuge. Alors là, on ne va pas parler de Pierre Refuge, on va parler de chez soi. Ces taux immobiliers, j'imagine que pour vous, c'est aussi important, Ophélie Lhérault, parce que vous êtes sur un public particulier avec les maisons Prime Access qu'on va définir tout de suite et puis vous allez dire justement en quoi votre offre permet de répondre et sûrement aussi, puisqu'on a ici le directeur d'un office important de HLM, de voir peut-être que des gens de chez lui vont peut-être chez vous. Donc expliquez-nous votre produit.
Donc oui, Maison Prime Access, en fait, c'est donc des dispositifs d'accession sociale. Donc il y a 2 dispositifs qui existent aujourd'hui. Il y a en fait la location-accession, où en fait, en quelques mots, ils sont locataires de leur maison, minimum 6 mois et maximum 2 ans. Après, ils peuvent devenir propriétaires de leur logement. En fait, ils bénéficient d'une TVA 5,5 sur le logement. Et ils sont exonérés pendant 15 ans de taxes foncières. Donc, on est sur des dispositifs aidés. Et en fait, il y a un nouveau produit aujourd'hui qui est le bail réel solidaire. Donc, on a monté un organisme de foncier solidaire qui s'appelle Terranoé, en partenariat avec Habitat 17, où derrière, en fait, cet organisme est porteur de foncier. Donc, derrière, en fait, les personnes vont pouvoir louer leur terrain, pour simplifier les choses. Et derrière, nous allons construire des logements. Louer leur terrain pour y mettre leur maison. Pour y mettre leur maison, voilà. Pour y mettre leur maison. Et donc, dessus, nous, on construit ce qu'on appelle des logements en VFA, des logements clés en main. Derrière, l'avantage, c'est que, comme on peut évoquer, il n'y a pas de clause, il n'y a pas de spéculation foncière, en fait, on va dire, sur ces logements, puisqu'on est sur, en fait, des bails réels solidaires qui sont de 99 ans, rechargeables à chaque accédant. Aujourd'hui, ces biens sont à peu près 30% moins chers que dans le privé, ce qui permet aujourd'hui des employés ouvriers de devenir propriétaires sur des prix abordables. Justement, sur cette question de cette clientèle, on est en train de parler de ce marché de l'immobilier en Charente-Maritime, où on voit qu'il est en train d'évoluer. Est-ce que votre offre, elle est valable, entre guillemets, sur l'ensemble du territoire ou elle est concentrée sur certains secteurs? Alors, lorsqu'on est sur notre organisme de foncier solidaire, on va être sur des zones tendues, voire très tendues. Actuellement, donc, les programmes que nous avons en commun sont sur l'île de Ré. Actuellement, on étudie des programmes donc sur l'agglo en fait, de La Rochelle et également sur l'île de Léron. On est vraiment sur des zones, ce qu'on dit B1, des zones tendues au niveau du marché. Quand on va être sur une zone un peu plus détendue, la location-accession est plus adaptée au niveau du marché. Est-ce qu'aujourd'hui, cet effet Covid, vous le ressentez? Est-ce que vous voyez arriver des gens qui ont encore plus envie qu'avant, justement, d'avoir leur chez-soi et d'avoir cette, entre guillemets, maison idéale avec son jardin? Alors, ce qu'on voit, c'est que les écarts se creusent, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une accession libre, entre guillemets, où tout le monde peut acheter sans plafond de ressources, on voit que les prix flambent suite au Covid. Et en fait, l'écart se creuse de plus en plus avec les gens en fait, qui travaillent et qui logent sur ces communes. Aujourd'hui, le revenu charentais n'est pas non plus très élevé. Et c'est vrai que les personnes qui arrivent sur le territoire font monter le prix de l'immobilier. Et aujourd'hui, il est compliqué pour ces gens-là de se loger. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, avec le représentant de Square. Juste une question avant de repartir sur le logement social. On va être très pratique. Les gens qui sont intéressés, il y a une agence, c'est ça, à Étré, en Charente-Maritime, puisque vous êtes un groupe de Vendée. Et après, j'ai envie de dire comment ils font pour se faire repérer ou pour savoir comment ils ont le droit. Après, il ne faut pas hésiter à contacter Maison Prime Access sur okay. nos sites internet et notre agence à Étré. Je me défends de faire publicité, c'est vraiment de l'info pratique et j'y tiens parce que je crois que ça va intéresser beaucoup de gens. Alors là, avec Michael Junger, c'est quand on a préparé cette rencontre, j'ai été ravi évidemment de vous accueillir parce qu'on se demandait si l'effet Covid, puisqu'on est dans le sujet effet Covid et habitat en Charente-Maritime, avait de l'impact sur le logement social. Et là, vous m'avez répondu quelque chose que je suis ravi, vous allez pouvoir nous dire devant nos invités aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une explosion de demandes pour partir des logements. Oui, effectivement, au sorti du premier confinement, donc fin mai et sur le mois de juin, une explosion des départs, alors plutôt en zone détendue. En l'occurrence, je pense particulièrement au secteur de Surgères. Ouais. Chez nous, Surgères, ça va donc Surgères, Aigrefeuille, Saint-Jean-d'Angély, quasiment jusqu'à Pont. C'est une zone de presque 600 logements et on a eu une trentaine de départs en 4 semaines. D'accord. Ce que vous ne connaissiez pas habituellement. Non, tout à fait. Habitat 17, c'est 250 mutations par an environ. Donc là, on a fait plus de 10% sur un mois, sur un secteur qui ne représente qu'un cinquième. Et les gens vous disaient, voilà, on ne veut plus l'appartement parce que le Covid, le confinement, etc. Alors, il y avait sûrement aussi ce que disait tout à l'heure monsieur, c'est qu'effectivement, comme pendant 2 mois, on n'avait pas fait de départ, il y a peut-être eu quand même une partie de ces départs-là qui était... Voilà, mais aussi, on a eu aussi des arguments de locataires qui nous disaient moi, je veux un pavillon, je veux un petit bout de terrain, je veux pouvoir prendre l'air. Voilà, si je suis encore confiné à la suite. Justement, par rapport à ces gens qui quittent les appartements, et on sait ce qu'est aujourd'hui le logement social et son importance, comment vous répondez? Alors là, on est sur un sujet de tension totale, qu'on est sur l'agglo de La Rochelle, on vient d'en citer d'autres, le Pays Royannais, etc. Aujourd'hui, quelle est votre possibilité, vous, puisque le foncier, si on a bien compris ce qu'on nous a expliqué, est de plus en plus cher, comment le logement social arrive encore à se développer? Comment vous faites pour en créer en Charente-Maritime?
Alors, 2 leviers pour le logement social. Tout d'abord, le partenariat qu'on peut avoir avec des maires, avec des mairies, des maires volontaristes qui peuvent soit encore ont du foncier communal et vont pouvoir soit le donner, soit le céder à faible coût, soit faire des baux, ce qu'on appelle des baux amphithéotiques. Et là, on pourra construire nous en propre sur ces terrains. Soit le deuxième levier, c'est la promotion. Ce sont les promoteurs qui, effectivement, de par les PLUI, les PLH, pour lesquels l'habitat, ont l'obligation d'intégrer des logements sociaux dans leur programme et donc démarchent les différents bailleurs sociaux pour pouvoir justement vendre leurs lots sociaux en VFA, comme on le disait tout à l'heure. Alors, quels que soient ces leviers, quelle que soit votre volonté, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore une situation de crise en Charente-Maritime entre la demande et l'offre ? Chez vous, oui. Oui, clairement. Nous, on a un taux de vacance qui est de 0,5%, je crois. C'est-à-dire que dès qu'un logement est vacant, on le reloue tout de suite. On a une offre, je crois qu'on a en base de demandeurs de logements sociaux en Charente-Maritime autour de 15 000 demandeurs. Donc c'est énorme et on sait qu'on a toujours un besoin de 10 000 logements sociaux qui sont manquants aujourd'hui au regard des règles, ce qu'on appelle les règles SRU. Pour les communes en carence. Donc effectivement, grosse demande. Alors justement, sur les communes, on a un élu avec nous, il est en visio, j'espère que la connexion est rétablie. Christophe Cabri, si vous nous entendez ? Je t'entends, oui, je vous Très bien. entends, Puis on peut se tutoyer, Christophe Cabri, on se connaît depuis quelques années, il n'y a pas de souci. Christophe, justement, par rapport à ce qui vient d'être dit sur cet impact de la Covid sur le logement social, comment fonctionne la communauté de Haute-Saintonge justement pour pouvoir accueillir les gens qui sont en manque de logement ? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes sur des programmes de développement importants ? Est-ce qu'ils sont freinés à cause du prix du foncier ? Quelle est votre politique ? Non, alors, nous, il y a évidemment des logements d'Habitat 17 sur le secteur de la Saintonge, où le taux de vacances est celui qu'annonçait tout à l'heure Michael. Nous, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, on a décidé de lancer une OPH et donc une opération de revitalisation du territoire sur lequel on espère du coup faire venir pas mal de nouveaux habitants en Haute-Saintonge. Et l'idée, c'est de redensifier, je le disais également tout à l'heure, les cœurs de ville. On a, au niveau de la Haute-Saintonge, été sélectionné pour Petite Ville de demain. Petite Ville de demain, donc c'est dans le plan de relance. Ce sont des villes à l'échelle de la communauté qui sont déjà aujourd'hui des pôles de centralité. Et ces pôles de centralité permettent aux habitants de Haute-Saintonge d'avoir les avantages de la ruralité, comme je disais, sans les inconvénients des grandes villes. On a vu récemment d'ailleurs un journal national, et pour ne pas le citer, Le Monde, qui qualifiait ces villes d'ailleurs de nouvel Eldorado des Français. On va voir si justement ça se prolonge sur la Charente-Maritime. Mais ils avaient des études assez intéressantes au niveau national sur l'impact positif de l'arrivée de ces populations. On savait déjà que la Haute-Saintonge était l'Eldorado national. Ça, vous n'avez pas vu venir celle-ci, M. Cabri. Plus sérieusement, Christophe Cabri, avec cette casquette d'élu départemental, puisqu'on est en train de voir, et le directeur des crédits du Crédit Agricole le soulignait, qu'il y a eu une explosion, en tout cas une progression de la demande et des ventes. Est-ce que vous le mesurez aussi, puisque je le rappelle, le département a encore, heureusement, les droits de mutation ? Ça nous permet d'être très solidaires avec les petites communes de Charente-Maritime. Oui, je rejoins ce que disait monsieur le directeur du Crédit Agricole. J'ai quelques chiffres devant moi. 2017, les droits de mutation perçus par le département, 149,2 millions d'euros. 2018, 159 millions. 2019, 179 millions. 2020, 180 millions en augmentation par rapport à 2019, malgré la crise Covid. Et en fait, sur les 2 premiers mois de l'année, on est à 32 millions, soit 4% de plus que l'année dernière. Donc ça prouve vraiment ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a une attractivité de ce département, mais de l'ensemble de ce département qui est très allongé pour de nouveaux habitants et pour des habitants comme M. Abad qui passe de La Rochelle, d'un appartement à une résidence plus étoffée. Justement, Thibault Laboureras, est-ce que vous pensez que ça, on va avoir quelque chose qui va être durable, c'est le cas de le dire, c'est ce qu'espère en tout cas l'élu qu'on entend, il fait ce pari avec la communauté de communes, est-ce qu'on va avoir du coup des territoires qui peut-être aujourd'hui, ça pourrait rassurer des propriétaires qui sont sur ce territoire, on va dire de marché détendu, est-ce qu'on va voir arriver des nouveaux habitants ou en tout cas des gens s'intéresser à ces territoires, ou est-ce que vous êtes un peu dans le doute ? Alors, je rejoins ce que disait Thierry tout à l'heure, je n'ai pas de boule de cristal. Oui, vous voyez quand même vos commerciaux sur le terrain, ils doivent vous dire j'ai un peu de mal à vendre à tel endroit et là c'est plus simple, non ? Mais on a une vraie tension qui s'est étendue sur l'ensemble du territoire. Donc, et ça profite à qui en ce moment ? On peut citer des zones qui n'auraient pas été tendues Bien sûr, alors on avait des zones un peu plus, dans des milieux un peu plus ruraux comme Surgères, Saint-Jean-d'Angély. Aujourd'hui, vous dites que là ça progresse vraiment ?
Ça progresse vraiment et on a une tension qui s'est étendue même sur ces secteurs-là. C'est-à-dire que l'offre qui était plus présente sur ces secteurs-là à l'heure d'aujourd'hui, tout à l'heure on disait effectivement qu'on avait des gens qui avaient quitté les logements sociaux pour peut-être se loger en location ou en accession. Et effectivement, on s'est retrouvé avec une demande tellement forte qui a augmenté sur ces secteurs-là, qui a rendu l'offre plus rare et ce qui fait qu'on se retrouve avec des secteurs tendus partout, que ce soit dans la Charente-Maritime ou les Deux-Sèvres, puisqu'on a aussi des exemples dans les Deux-Sèvres. Très concrètement, on a échangé avec un autre président, un autre élu de comité de communes que vous connaissez bien d'ailleurs. Je sais que Thibault, vous y avez même des projets, c'est pour ça que je vous pose la question, qui est ce secteur de l'Onis Atlantique, qui est le lien entre, pour le coup, dans votre caisse qui vous est cher, puisque c'est le lien entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. C'est aujourd'hui, pour la Charente-Maritime, l'endroit où se développe le plus de maisons. Vous confirmez que la transaction est importante ? Alors tout à fait, on a tout un territoire qui s'étend de La Rochelle à Niort par un axe rapide qui est la 4 voies en fait, qui rejoint les deux communes. On sait que les transactions sur la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres de 26 000 sont portées à 60% par le Niortais, le Rochelais ou le Royanais. Et donc entre ces deux zones, on est vraiment sur un axe qui relie les deux communes de Niort et La Rochelle. On est sur une zone qui se développe énormément, avec des gens qui peuvent travailler sur le Niortais ou sur le Rochelais, mais aussi sur des biens qui sont plus abordables en termes de prix. On le voit en termes de prix moyen sur ces secteurs. Donc on a des transactions qui, depuis 2017, ne cessent d'augmenter sur ces secteurs-là et des communes qui ne cessent de se développer. C'est quelque chose que vous accompagnez du coup avec vos effectifs ou comment ça se passe par rapport à ce secteur particulier ? Tout à fait, on a le secteur Rochelais effectivement qui s'excentre pour diversifier son offre, puisqu'on sait que l'offre est très tendue sur La Rochelle et que l'offre peut répondre aussi bien à des Rochelais qui veulent quitter leur appartement pour avoir une maison comme Monsieur Abad, aussi à des Niortais ou aussi à une population qui arrive de l'extérieur qui n'a peut-être pas les moyens d'acquérir directement sur La Rochelle et qui va acquérir un peu sur les extérieurs pour avoir une maison extérieure et tout ce qui s'ensuit. Monsieur Liard, est-ce que dans cet accompagnement, est-ce qu'il n'y a pas besoin justement, puisqu'on voit qu'il y a des gens qui vont aller vers des produits de plus en plus chers, d'autres qui vont vers des produits dont ils rêvaient et qui vont pouvoir se donner les moyens. Donc il y avait le taux tout à l'heure. Est-ce qu'on est aussi en train, depuis ce regard que vous avez vous sur ces départements et surtout sur la Charente-Maritime, de rallonger la période de remboursement ? Alors, c'est une très bonne question. Ça fait partie de la question, est-ce que c'est durable ? Moi, je mettrais peut-être des points, entre guillemets, d'ancrage. Le gouvernement est en train de cadrer effectivement les choses et de manière tout à fait légitime pour éviter que les prix ne s'emballent et qu'on soit dans la spéculation et que justement, à un moment donné, certains, notamment primo-accédants, des jeunes, ne puissent plus accéder justement au logement. Donc le gouvernement met en place ces critères dont tout le monde entend parler en ce moment. On ne sait pas trop ce que c'est réellement. Donc les critères HCSF. HCSF pour Haut Conseil pour la stabilité financière, présidé par Bruno Le Maire. Ce sont des recommandations à l'ensemble des banques du territoire français qui visent justement à regarder attentivement deux critères. Le premier, c'est la durée des prêts. Éviter qu'effectivement cette durée n'explose, puisque si on ne peut plus acheter un bien qui a monté en prix, on pourrait être tenté d'aller en fait l'amortir sur une durée plus longue. Or ça justement, ça fait partie des critères limités. On sait maintenant que globalement, ces critères recommandés, c'est 25 ans. Et 25 ans, y compris la période dite d'anticipation. Quand vous faites effectivement une construction en VFA, vous avez besoin effectivement de libérer les fonds progressivement. Donc ce premier critère de durée est en train de contraindre en fait les banques et donc les accédants à la propriété. Le deuxième critère, c'est le taux d'endettement. C'est très technique, c'est important qu'on le comprenne. Oui. Ça veut dire qu'on va voir, on a vu que passer les durées des crédits à 25-30 ans, on va arrêter ce genre de choses, ces choses qu'on est en train de dire ? On est censé, le gouvernement veut limiter effectivement l'augmentation de la durée. Depuis 3 ans, la durée augmente insensiblement sur le territoire national, justement pour se dire que l'effort, je vais l'étaler sur une durée un peu plus longue. Or, c'est une tentation dangereuse, parce qu'effectivement, plus on s'endette sur le long terme, on endette un petit peu soi, mais aussi, pourquoi pas, ses enfants. Donc, attention à ce point-là, et le fait de libérer en fait le côté durée, donc on travaille sur ces durées, donc 25 ans. On va dire à la marge, on peut aller à 27 ans si on est sur des prêts réglementés, ce qu'on appelle les PTZ, les prêts à taux zéro notamment, ou dès qu'on est sur de la construction avec CCMI ou pas, des constructeurs de maisons individuelles. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est le taux d'endettement, ce que le gouvernement appelle le taux d'effort. C'est le deuxième critère où on est censé ne pas dépasser les 35%. En gros, de revenus par rapport, de charges par rapport aux revenus. Et ça, ces deux critères cumulés
font que, globalement, toutes les banques en France sont censées respecter des préconisations. On laisse un peu de marge de manœuvre, notamment pour des territoires qui sont en zone tendue. Et c'est le cas quand vous regardez effectivement cette courbe et cette carte de France. Vous voyez que globalement, là où il y a une tension, c'est au bord de mer, notamment dans les zones littorales. Et donc là, quelque part, on laisse ce qu'on appelle le taux de flexibilité aux banques de pouvoir dépasser un peu à hauteur de 20%, sous réserve qu'il y ait X%, une grosse partie de primo-accédants et une grosse partie de résidence principale. Donc voilà, donc le gouvernement essaye de juguler cette augmentation des prix en contraignant effectivement les banques par des recommandations qui vont être en juin 2021, qui vont être pénalisantes. On ne sait pas encore, ce n'est pas encore précisé, mais donc c'est quelque chose qu'on suit. Nous, on a déjà travaillé sur la durée. C'est très bientôt, et ça veut dire que pour le consommateur lambda qui s'intéresse à notre sujet, que nous ici on les remercie, il y a des changements à venir. Il y a déjà des changements, puisque le HCSF est en place, entre guillemets, en recommandation depuis à peu près 1 an et demi, mais c'est en train d'évoluer et c'est en train de se préciser, et notamment pour les banques, en termes de contraintes. Donc ça, c'est une contrainte assez forte. La deuxième contrainte que je voudrais peut-être ajouter sur le côté durabilité, je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe, et l'élu a eu une discussion intéressante sur la revitalisation des centres-villes, mais aussi faire en sorte que toutes les personnes qui arrivent sur un territoire et qui veulent aller chercher un petit bout de campagne, un petit bout de jardin, etc., je pense que tout le monde n'acceptera pas d'habiter à 40 km de toute habitation, loin de tout. Et surtout, il faut qu'il y ait la fibre qui passe, en tout cas que les réseaux soient confortables. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a tous fait l'expérience de visioconférence ou de Webex ou de Skype ou autre qui coupaient. Et on l'a vu tout à l'heure, nous, on l'a vécu en direct. Quand ça coupe, c'est assez énervant. Et passer une journée, je vous assure, où vous avez quasiment toutes les 5 minutes votre réseau qui coupe, c'est insupportable. À la fin de la journée, vous avez vraiment une tête... voilà. Donc, c'est très important aussi, et ça c'est un message à l'ensemble du territoire, de se dire il faut vraiment qu'on soit bien relié. Je pense que là, peut-être une des limites, ce sera ça. C'est effectivement télétravail, ok, mais dans de bonnes conditions. Eh bien, ça va être notre mot de la fin. D'ailleurs, ça va être avec Christophe Cabri et sa casquette d'élu du département. Si la connexion est bonne, on va pouvoir conclure avec vous, Christophe, justement, sur cette attente et cette obligation, j'ai même envie de dire, qu'ont maintenant les collectivités à offrir, quel que soit l'endroit où on veut s'installer, le même confort que si j'étais en centre-ville. Est-ce que vous validez que c'est un enjeu ? Oui, c'est évidemment un enjeu. Quand je disais les mêmes avantages que le centre-ville sans les inconvénients, il faut absolument qu'on ait la fibre. Bon, le département de la Charente-Maritime est très en avance au niveau national sur ce domaine-là, puisqu'il y a 270 000 foyers donc, à fibrer. Il y en a 100 000 qui l'ont été à fin 2020. Et le département s'est engagé via sa délégation de services publics auprès de Charente-Maritime très haut débit de fibrer l'ensemble des foyers de Charente-Maritime le premier trimestre 2022. Il n'y a quasiment pas eu de décalage avec la crise du Covid. On avait prévu pour fin 2022, on sera à début 2023. Mais c'est évidemment très important. Nous, moi je suis très confiant sur le nombre d'habitants qui vont rejoindre la Haute-Saintonge dans les années qui viennent. On parlait des pôles multimodaux, mais évidemment, la fibre, c'est très important. Nous, des gens qui viennent s'installer, c'est une des premières choses qu'ils nous demandent. Bon, voilà, dans 2 ans, on sera prêt. On l'est déjà quasiment. 100 000 sur 270 000, c'est un peu plus d'un tiers, mais ça fait partie des choses les plus importantes quand des néo-ruraux, quelque part, viennent s'installer. Ils veulent bénéficier de cette fibre et ça me paraît tout à fait logique. Mais bon, moi, je suis franchement très confiant. Les premiers chiffres qu'on avait, c'était 2030. Grâce au travail du département et du président Bussereau, on sera sur début 2023. On viendra vérifier ça, Christophe Cabri. Et en attendant, on souhaite évidemment à tous ceux qui nous suivent d'avoir la fibre de qualité et de pouvoir transmettre à ceux qui pensent que ces sujets l'intéressent ces rendez-vous de l'immobilier avec Sud-Ouest, car suivez évidemment sur sudouest.fr et nos réseaux sociaux. Je voulais remercier sincèrement, encore une fois, le Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres pour cet accueil chaleureux dans ces beaux locaux. Tous nos partenaires, tous les invités qui ont participé à ces rencontres sur l'immobilier. Je suis certain qu'on se retrouvera pour d'autres rencontres sur cette thématique, tant le sujet est riche dans ce département qui n'y séduit toujours autant. Portez-vous bien et logez-vous bien.